Souvent, les territoires urbains, je trouve, on a toujours tendance à vouloir les valoriser peut-être davantage que ce qu'ils sont en réalité. Et l'identité d'un territoire, dans sa fragilité aussi, c'est une belle chose. Sa fragilité peut être sa valeur. On va, à un moment donné ou un autre, on est quand même de plus en plus nombreux, renoncer à une forme d'étalement urbain. On sera obligé de renoncer à la maison individuelle à 4 façades. Cette idée de globalisation de l'écologie, c'est-à-dire ne plus seulement être dans une forme d'écologie urbaine, hein, mais dans une écologie existentielle. Bonjour Anne-Solange Muy. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Je sens que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà, je profite de cette introduction pour également remercier le restaurant L'Amourette de Montreuil qui a très gentiment accepté de nous recevoir dans ce très beau cadre. Donc Anne-Solange, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes docteur en géographie et spécialiste des politiques de développement durable. Vous avez notamment enseigné à l'université de Paris-Marne-la-Vallée ainsi que celle de Cergy. Vous êtes également à la tête d'une agence de conseil en stratégie territoriale qui travaille notamment sur toutes les problématiques liées à la concertation citoyenne. Par ailleurs, vous avez été pendant 3 ans rédactrice en chef du magazine Écologique. Et là, cette année, au printemps, vous avez lancé, avec le philosophe spécialiste des questions urbaines Thierry Pacaud, la maison d'édition Terre Urbaine, qui donc reprend un des titres d'un ouvrage, et qui traite notamment, mais pas que, des thèmes de l'écologie et de l'environnement. Pour commencer cette interview qui devrait passer beaucoup de thèmes, je vous propose donc de parler d'abord de la crise sanitaire que nous subissons depuis quelques mois. Et donc une crise de santé publique qui a la particularité d'avoir été abordée notamment sous l'angle de l'urbanisme, de la réponse concrète dans l'espace public. On a notamment beaucoup parlé d'urbanisme tactique pour parler de la façon dont on avait créé de nouvelles pistes cyclables ou réaménagé des places de parking afin de limiter la densité des foules dans l'espace urbain. Et donc, est-ce que vous pensez que ce genre d'aménagements sont amenés à perdurer ? Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y aura vraiment un avant et un après Covid-19 dans l'aménagement territorial et surtout urbain ? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a tous envie, d'une certaine façon, qu'il y ait un après, en fait, Covid, parce que le avant, on le connaît, il n'a pas été satisfaisant, ou tout du moins, en grande partie pas satisfaisant, et d'avoir un après, ça serait super. Hein. Donc, les pistes cyclables, donc, quand on les regarde, quand on les emprunte surtout, parce que quand on est cycliste et qu'on emprunte les pistes cyclables, je pense qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas partout pareilles. Donc, il y a des communes qui ont investi, je dirais, dans cette opportunité de créer une mobilité alternative et un peu plus écologique à la voiture, qui a été du coup sollicité en masse. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont rabattus sur leurs véhicules motorisés. Et d'ailleurs, on l'a vu là quand il a fait chaud la semaine dernière, paf, allez hop, de nouveau un bon petit pic de pollution. Donc le vélo, c'est une bonne alternative. Paris, par exemple, si je cite cette ville, d'avoir la rue de Rivoli dédiée à la mobilité écologique depuis la Bastille jusqu'à la Concorde, c'est historique à mon sens. C'est pour quand on est cycliste et qu'on l'emprunte, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup la ville nous appartient alors jusqu'à présent elle appartenait, je dirais, aux voitures. Donc rouler au milieu de cette rue, c'est magnifique. C'est se mettre tout d'un coup dans cette architecture. À côté de ça, quand on prend la banlieue parisienne, moi je suis évidemment banlieusarde, donc je suis amenée à circuler un peu partout dans la région parisienne. C'est pas du tout pareil. Et là, on voit aussi l'investissement des communes et les moyens qu'elles ont pour dédier une place au vélo. Donc, pour certaines, c'était des petits plots. Des lignes jaunes qui vont bientôt disparaître. Hein. D'ailleurs, c'était l'opportunité, je dirais, de tester une alternative qui, à mon sens, a fonctionné. Hein. Quand on était cycliste, on s'est vu avec une fréquentation. On n'a pas de chiffres, hein, mais il suffit visuellement de constater que, franchement, la fréquentation a été doublée pendant cette période post-Covid et le déconfinement. Donc, c'est, à mon sens, qu'il y a une opportunité à saisir. Donc, est-ce qu'elle va être saisie, ça ? L'avenir nous le dira. Mais Ok, donc vous pensez que ces aménagements ne passeront pas l'été Non,
pour la plupart des communes, soit celles qui l'ont testé, c'est parce qu'elles avaient l'ambition de le faire et que ça devenait une opportunité pour l'expérimenter. Je pense à Paris notamment. Je suis persuadée, je ne le sais pas, hein, j'affirme quelque chose dont je n'ai pas du tout la certitude, mais je pense que Paris avait dans l'idée de développer davantage ce type d'aménagement, de le tester en tout cas, et là ça a été l'opportunité rêvée pour le faire. D'autres communes n'ont pas joué le jeu. De toute façon, il y en a certaines qui n'ont même pas dédié un petit espace à ça. Et puis d'autres qui ont joué le jeu, se sont rendus compte que finalement, c'était pas forcément très emprunté ou peut-être pas très utile, et donc vont les enlever. Mais bon, ou pas, ça dépend. Ça dépend aussi des résultats au municipal, donc ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Mais non, je pense que voilà. Vous, votre avis sur la question, c'est que ça va pas. C'est joli, mais ça va pas durer. Non, sur les mobilités, je pense qu'en fait, quand le Covid a commencé, moi, je m'interrogeais beaucoup sur l'avenir des villes. En fait, notamment, je me disais, bon, voilà, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va changer des choses ? Est-ce qu'on est amené à vraiment repenser nos espaces de vie ? Est-ce que, notamment, moi, j'avais l'impression que ça serait plus sur l'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit majoritairement dans des logements, je dirais, petits, étroits, en tout cas pour ceux qui sont en milieu urbain et qui n'ont pas la chance d'avoir une maison avec un jardin. Et ça reste quand même de toute façon l'avenir de demain. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné ou un autre, on est quand même de plus en plus nombreux, renoncer à une forme d'étalement urbain. On sera obligé de renoncer à la maison individuelle à 4 façades. Sur la question de l'habitat, en fait, c'est vrai que moi, la question que je me posais, j'ai l'impression, et ça c'est d'un point de vue individuel, qu'on n'a pas tous vécu le même confinement. D'ailleurs, les gens le disent, en témoignent. Il y a une forme d'inégalité qui a été très forte et je trouve qu'on n'en a jamais réellement parlé. Peut-être Patrick Bouchain a dit un mot là-dessus que j'avais trouvé vraiment pertinent. Il avait été l'invité de France Culture et il avait énoncé justement le fait que ça le révoltait, lui, personnellement, qu'on n'ait jamais pensé à ces gens qui vivent dans des logements sociaux et qui ont vécu le confinement entassés les uns sur les autres. Et qui, en plus, ont continué à travailler pour beaucoup. Exactement. Et ça... on a complètement écarté ça. Il y a une France qui a été, à mon sens, partagée en deux. D'un côté, les plus précaires, c'est-à-dire à la fois dans leur habitat, mais aussi dans leur famille, à la fois aussi dans leur métier. C'est-à-dire que les salariés, je dirais presque tout confondu, mais les salariés en majorité et surtout les fonctionnaires ont été extrêmement privilégiés en fait dans cette crise. Alors, c'est un jugement de valeur que je porte, mais c'est aussi un constat, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont touché 100% de leur salaire, les salariés du privé 80%. J'ai envie de dire, ceux qui ne sont pas sous cette forme de statut économique, il fallait qu'ils vivent, quoi. Il leur restait pas grand-chose pour vivre. Enfin, que ce soit les gens du spectacle, que ce soit les gens de la culture, que ce soit les indépendants, que ce soit les milieux du tourisme, enfin tous les milieux qu'on connaît, qui ont été énumérés. Mais je trouve que à ce niveau-là, il y a des oubliés. Et les oubliés, on les a écartés aussi d'une forme de débat pour ne parler que d'une espèce de majorité qui serait une majorité favorisée, quoi. Et c'est vrai, c'est une majorité favorisée, mais ça n'empêche pas que tous les plus démunis d'avoir dû encaisser, je pense, un certain nombre d'épreuves qu'on a oublié de citer, quoi. Et notamment concentrées dans les villes. Et ça, j'aimerais bien, enfin, si j'avais un souhait à faire, mais c'est très utopique, mais j'aimerais, si moi je devais militer pour quelque chose, ce serait une ville mixée avec justement, je dirais, une reconnaissance des fragilités de cette ville, en fait. C'est souvent les territoires urbains, je trouve. On a toujours tendance à vouloir les valoriser peut-être davantage que ce qu'ils sont en réalité. Et l'identité d'un territoire, dans sa fragilité aussi, c'est une belle chose, quoi. C'est sa valeur, en fait. Sa fragilité peut être sa valeur. Et donc, par fragilité, vous faites référence notamment aux densités humaines Oui, en fait, je trouve que ce qui tient le lien entre les gens, c'est pas nécessairement
la qualité de l'espace. En fait, c'est pas parce qu'on habite une maison avec un jardin qu'on va être plus heureux. Je pense qu'en fait, on est heureux dans un territoire que l'on choisit. Donc, on est heureux quand on choisit de vivre là où on arrive à vivre. C'est-à-dire que, et on le voit par les migrations, on le voit par ces gens qui sont obligés de fuir parfois un territoire parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la maladie, et qui n'ont pas choisi de venir s'installer dans un autre territoire. Et l'installation se fait toujours de façon compliquée, tourmentée, voilà, et laisse des traces dans les générations qui suivent. Là, moi, je pense que un territoire, c'est vrai que en fait, c'est comme une personne. C'est d'une certaine façon, personne n'est parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Un territoire, il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Donc, la densité, la surpopulation. Effectivement, c'est jamais une solution, mais ça reste une réalité. Donc, comment on affronte une réalité ? On l'affronte non pas en la niant et en essayant de régler le problème en le reportant sur les franges, mais on l'affronte, quoi. On l'affronte et puis on essaye de trouver des solutions. Vous avez vraiment souligné l'idée que la densité n'était pas dénuée d'intérêt. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce fait qu'on a pu observer pendant le confinement, où une grande partie des citadins, les franciliens en premier lieu, mais pas que, toutes les grandes villes de France sont concernées, beaucoup de citadins donc, qui ont fui les villes pour aller à la campagne, à tel point que beaucoup sont mis à prophétiser une sorte de retour en grâce des campagnes et une sorte d'exode urbain, si je puis dire. Et donc, en fait, est-ce que déjà, vous pensez que ça pourrait se faire vraiment au long terme ? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas un peu un piège, en fait ? Parce que ces mouvements de population vers les campagnes pourraient avoir un impact écologique très fort, que justement, la densité peut éviter, peut mitiger. Oui, un impact écologique et économique. C'est-à-dire que écologique, alors, ceux qui sont partis pendant le Covid, c'est les plus aisés, en fait. C'est les classes aisées, parce que ce sont celles qui avaient, en règle générale, ou les moyens de louer un bien à l'extérieur de la ville, ou celles qui avaient déjà un bien par leur famille, qui ont fait un regroupement familial, qui avaient une maison en résidence secondaire, des choses comme ça. Mais c'est un impact donc écologique, parce qu'effectivement, si on est dans la logique de chacun sa maison à la campagne, il y a forcément un étalement urbain qui va jouer. Et puis, des petites communes qui sont aujourd'hui dites rurales, avec peu d'habitants, donc peu de moyens financiers, vont forcément être demandeuses d'avoir des constructions, parce que ça apporte une nouvelle population, ça apporte aussi un enrichissement communal, etc. Donc, les maires sont assez rares à refuser, d'une certaine façon, l'étalement urbain sur leur commune. Donc ça, s'il y a un étalement urbain qui se fait pas, ça c'est un vrai choix politique, en fait. Et puis, je pense que c'est un problème économique qui nous attend. Pourquoi ? Parce que la maison reste quand même déjà, il faut pouvoir financièrement aujourd'hui déménager de la ville. Et c'est pas vrai que la ville est toujours le lieu des plus riches. La ville n'est pas toujours... alors évidemment, Paris, les loyers sont excessifs. Toute la région parisienne, pas que Paris, mais petite couronne et Paris, une famille de 4 enfants et 2 parents, c'est impossible de trouver un logement décent. Donc, à moins d'avoir de gagner des salaires mirobolants. Donc ça, c'est de toute façon une réalité, c'est que ces familles sont obligées de s'expatrier de la ville. Donc bon, ça. Ensuite, ceux qui restent, ce sont ceux qui ont les moyens de pouvoir partir en campagne. Donc, ce sont ceux qui peuvent faire du télétravail, donc qui n'ont pas des professions qui nécessitent, ou alors qui peuvent délocaliser leur profession s'ils sont indépendants dans un territoire. Mais qui dit rural dit peut-être compliqué pour leur profession. C'est-à-dire, je ne sais pas, un artisan peut-être aura plus de facilité que je ne sais pas quelle autre profession libérale on pourrait trouver là comme ça tout de suite, mais toutes les professions ne sont pas délocalisables de la ville. Donc reste le risque que les centres se paupérisent
au profit de ce qu'on a vu dans d'autres métropoles, je veux dire à l'effet à l'américaine, au profit de périurbanisation qui s'enrichissent, elles, par le coup. Voilà, donc ça c'est le risque, il faut surtout ne pas arriver à ça. Et pour garder, à mon avis, aujourd'hui, la population qui veut partir, c'est parce que on fuit la ville pour des raisons qui sont légitimes, c'est qu'elle est inconfortable, que la ville est polluée, qu'elle manque d'espace vert, que on manque de respiration à tout point de vue et qu'aujourd'hui, la ville ne peut pas rester dans l'état dans lequel elle est. Même les logements ne sont pas décents. On a des logements qui sont... on a un parc vieillissant qui est énorme, qui est majoritaire en fait. Donc, il faut absolument renouveler ce parc, ces habitats en fait. Ces parcs de logements, il faut les rénover. Ça, c'est indispensable. Et donc, est-ce que vous seriez plutôt d'avis de faire je sais pas, peut-être de limiter le nombre de constructions neuves pour qu'on se concentre davantage vers la rénovation, la réhabilitation? Oui, complètement. Complètement. Demain, la rénovation, la réhabilitation doit être supérieure au nombre de logements neufs qui sort. Alors, c'est probablement déjà quand même le cas, il faut vérifier les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on continue à construire du neuf et il y a des plans, il ne faut pas les écarter, le plan national de l'habitat. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour la réhabilitation. Mais le problème souvent, c'est que la réhabilitation, elle coûte très cher et qu'un bailleur, par exemple, ne peut pas tout seul réhabiliter son bien. Il faut des supports nombreux, des partenaires nombreux pour mettre au pot. Et ça, c'est des montages de dossiers très, très complexes et très longs à monter, d'ailleurs. Donc, c'est à faire, c'est prioritaire. Et peut-être qu'il faut trouver les moyens de le faciliter aussi, en fait, parce que je pense que les professionnels, aujourd'hui, sont confrontés à une série de procédures dans la réhabilitation qui est compliquée. Et ça, je pense que voilà, faudra trouver des moyens de les simplifier les normes et puis les process, quoi. Vous avez des exemples de réhabilitation réussie? Il y en a beaucoup, quand même. Je pense surtout donc aux grands ensembles. Je pense au cas des NPNRU. Je pense il y a beaucoup de grands ensembles qui ont été réhabilités, qui sont parfois réussis. Celui qui me vient, c'est celui de Mantes-la-Jolie, qui a été même d'ailleurs configuré en écoquartier. Qui a fait un gros travail aussi sur les abords des grands ensembles, avec un travail paysager assez bien dessiné. Donc, non, il y a quand même de jolis exemples sur lesquels on peut déjà partir. Ouais. Vous avez évoqué donc rapidement le secteur de la construction, de l'aménagement, etc. Depuis le début de la crise sanitaire, on a annoncé donc une crise économique durable qui devrait affecter l'ensemble des secteurs et plus particulièrement donc celui du BTP et de l'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous du côté du Conseil en aménagement? Est-ce que vous avez vu des projets être annulés, des enveloppes être réduites? Ouais. Ah oui, non, mais effectivement, là, c'est... en plus, moi, je suis dans un domaine du conseil qui est particulier puisqu'il est lié à la concertation. La concertation, c'est forcément avec des gens, c'est forcément en face à face, en entretien. Ça peut être un entretien individuel, mais c'est quand même beaucoup avec des collectifs, des personnes où on est plusieurs dizaines. Donc, c'est des événements, d'une certaine façon, qui sont annulés, qui se sont vus annulés. C'est des projets qui ont été reportés. Le vrai problème, finalement, ça n'a pas tant été l'annulation des projets, parce qu'ils ont été plutôt étalés, j'ai envie de dire, mais c'est le manque de réactivité qui peut se comprendre par ailleurs, mais c'est le manque de réactivité des pouvoirs publics, des collectivités territoriales avec lesquelles, en tout cas, moi, je travaille, où on n'avait pas de retour, quoi. Des abonnés absents pendant 2 mois, donc pas de réponse, pas de gens qui maintiennent les études. Donc, parce que peut-être des difficultés à télétravailler ou à
Le calendrier électoral aussi. Le calendrier électoral a été un coup de frein énorme. Moi, j'ai eu très très peur qu'il soit reporté à la rentrée. Heureusement, ça a eu lieu le 28 juin. Mais parce que beaucoup d'appels d'offres, notamment, qui sont sortis au moment du confinement. On a eu des appels d'offres qui ont été annulés, d'autres dont les réponses ont tardé à se faire. Et là, on commence tout juste à avoir des retours parce que ça y est, les élections sont passées. Donc, je pense que ça va redonner un petit coup de fouet à l'ensemble. Mais non, très clairement, on a un manque de visibilité sur ce qui va se passer plus tard. Et ça, c'est inquiétant pour les agences. Après, je suis pas sûre qu'on soit tous dans le même cas parce qu'il y a des agences plus grosses qui ont une trésorerie beaucoup plus forte et puis je dirais des contrats qui, eux, pouvaient s'étaler sur plusieurs années. Moi, je suis sur des contrats courts et avec une jeune structure qui a à peine 3 ans d'existence et donc une fragilité économique qui est assez forte. Maintenant, je vois aussi que ça va reprendre. Enfin, j'ai espoir, de toute façon, c'est temporaire, mais il faut tenir le temporaire. Le temporaire, quand il dure longtemps, c'est compliqué. Anne Solange, je sais que vous avez beaucoup travaillé en Belgique. Est-ce que vous voyez des différences entre la France et la Belgique dans la gestion de cette crise, dans les effets de cette crise ? Ouais, c'est intéressant comme question. La Belgique a été assez similaire à nous dans le confinement. C'est-à-dire que hormis le fait qu'eux ont gardé leurs espaces publics ouverts, c'est-à-dire que ça, j'ai adoré, ils ont gardé leur parc et jardin, ils avaient juste pas le droit de s'asseoir sur des bancs, ce que j'ai trouvé plutôt sympa, parce que on a vu en ville, sans espace vert, ce que ça fait, sans un arbre pour respirer, c'est horrible. Donc, d'autant plus que les parcs ont été créés historiquement dans les grandes villes européennes, justement à des fins sanitaires. Bien sûr, pour respirer, tout à fait, c'est vrai, c'est important de le rappeler. Ouais. Et donc la Belgique a gardé ça, ce qui nous a fondamentalement manqué, je veux dire, quand nous, on est urbains. Et ça a été leur... Après, sur les écoles, ils ont fait comme nous. Ça a été sur des alternatives, des retours sur... Enfin, à peu près comme nous, en fait. Ça a été à peu près la même chose. Et même dans les dates, c'était à peu près équivalent. Sur les contrats et la gestion des contrats, j'ai eu un bon suivi, moi, avec les Belges. Déjà, travailler avec la Belgique... alors, je dis ça, moi, je travaille avec essentiellement 2 partenaires différents. Le bureau d'études, le bureau économique de la province de Wallonie et puis un bureau urbaniste qui s'appelle XCMU. Je trouve que les Belges, en tout cas la façon dont je travaille avec eux, que ce soit les élus, les collectivités, ont une forme de bienveillance, de gentillesse. Sincèrement, en tout cas en Wallonie, je ne connais pas la Belgique flamande. Même dans le domaine des affaires, donc. Ah ouais, vraiment. Et ils ont une ouverture d'esprit que je n'ai encore pas rencontrée en France. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais quand on propose un projet un peu innovant, qui sort un peu des classiques, souvent quand même en France, quand je l'ai proposé, on m'a dit oui, c'est une bonne idée, mais on n'y a pas été. Voilà, et les gens n'y vont pas par crainte, et notamment crainte électorale. C'est souvent en fait une peur que ça ne plaise pas à la population. Et en Belgique, en fait, ils ont une demande de savoir-faire, d'innover, de tenter des choses. Et ça, c'est assez agréable parce que on peut y aller. On tente, on essaye, et puis ça marche, tant mieux, et on recommence. Et si ça marche pas, tant pis, on recommencera pas. Par contre. Vous avez notamment parlé de l'importance de l'implication de la population locale. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien aborder avec vous la question des consultations citoyennes. Oui. Est-ce que, déjà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, vous pourriez représenter ce qu'est qu'une consultation citoyenne en matière d'aménagement urbain ? Oui, alors en fait, la participation du public, elle est à la fois ancienne et à la fois récente. C'est-à-dire que historiquement, la démocratie, d'une certaine façon, par sa définition, c'est une implication du citoyen dans les affaires de la cité. Donc ça remonte à l'Antiquité. Mais avant qu'on en fasse je dirais une procédure dans le projet urbain, ou en tout cas une aide à la décision réellement, il a fallu attendre quand même des années assez récentes. Et donc il y a 2 types de consultations qui existent.
Il y a la consultation ou la concertation dite réglementaire, c'est-à-dire que quand il y a des projets d'aménagement qui sont lourds dans la transformation du territoire. Donc il y a deux types de consultations, grosso modo, ou de concertation qui existent. Donc il y a une partie qui est une concertation donc réglementaire, c'est-à-dire que depuis la loi de 1976, on a pour l'obligation de mesurer, enfin, je dirais de faire appel à des enquêtes publiques et donc une forme de consultation qui reste assez minime, mais qui permet en fait aux citoyens de venir donner son avis sur un projet d'aménagement lourd. Voilà, donc tous les types de projets sont détaillés au Code de l'environnement. Et puis ensuite, on a eu progressivement, donc notamment depuis la loi d'Arus, donc en 1998 au niveau de l'Union européenne et qui a été mise en droit français, je crois que c'était en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, mais donc depuis les années 2000, on a une obligation de transparence au niveau de l'environnement et vis-à-vis des citoyens. Et cette transparence fait qu'on doit dire la vérité sur... Enfin, la vérité, en tout cas, ce qui est entrepris en termes de démarche environnementale au sein des collectivités territoriales à toutes les échelles qu'elles soient. Et ça a donné naissance, je pense, à une implication citoyenne qui allait de pair aussi avec une montée de toute façon de la participation, je dirais, qui date déjà des années 70, des collectifs citoyens qui se montaient, notamment, je pense, au quartier des enfants rouges, le marché des enfants rouges à Paris, dans les années 76, où le maire, à l'époque de droite, avait pour projet de faire un parking à la place du marché qu'on connaît bien aujourd'hui. Et puis, les habitants se sont mobilisés. Voilà. Donc, il y avait ces petits groupes comme ça d'habitants qui, autrefois, contre un projet d'urbanisme ou d'architecture se mobiliser. Et puis, donc, petit à petit, ça s'est inscrit, je dirais, dans le droit français, alors à la fois via l'Union européenne et via, en fait, la notion de développement durable, je pense, plus largement. Donc, depuis le premier sommet de la Terre en 1992 à Rio, où a été... énoncé, entre guillemets, parce que le développement durable, donc le Sustainable Development, qui avait été issu donc, notamment du rapport Brundtland. Alors si on refait un tout petit peu l'historique, en fait, à la base, il vient des années 1974, c'est beaucoup plus antérieur, mais bon, on va dire que le premier rapport qu'il a énoncé, ça reste le rapport Brundtland de 87 et qui a été la pierre fondatrice de ce sommet de la Terre de Rio en 92 et qui a donné naissance en fait à différents documents, dont Action 21. Qui lui a été traduit ensuite sur les territoires locaux des pays impliqués, qui s'est en tout cas traduit en France par les agendas 21 locaux. Et dans Action 21 et dans la charte, dans la déclaration en tout cas de l'environnement qui a été énoncée à Rio en 92, étaient stipulés différents principes, dont le principe de la participation citoyenne, en disant que, il fallait encourager cette participation à différentes échelles et en vue de différents objectifs, mais notamment parce que le citoyen devait s'impliquer, je pense surtout dans les affaires de la cité. Donc ça, c'est un premier point qui ensuite a été, je dirais, récupéré par les pays, par les territoires. C'est les villes qui ont été pionnières. Au départ, c'est Angers, Nantes, Lille, Grenoble, qui ont, dès les années 96, 97, 98, ont mis en place ces premiers agendas locaux qui ont essayé ensuite d'initier pas mal la participation citoyenne et progressivement on a eu différentes lois 99, 2002, la loi de démocratie de proximité qui a introduit les conseils de quartier, des choses comme ça qui font que depuis différents textes comme ça favorisent quand même cette implication citoyenne qui devient de plus en plus importante. Après... Ouais, et pourtant, voilà, vous disiez à l'instant que c'est quelque chose d'assez ancien. Oui.
Néanmoins, j'ai l'impression que ça reste quand même assez confidentiel. C'est pas quelque chose de très connu du grand public. Non, c'est vrai. Ce qui fait que très souvent, eh bien, l'urbanisme est souvent perçu comme quelque chose de subi. Voilà, on dit toujours c'est telle figure de l'exécutif local qui nous impose telle construction, tel programme, etc. Et donc voilà, ma question c'est à quoi attribuez-vous cette méconnaissance du grand public pour ce genre de dispositif démocratique ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un manque d'intérêt pour justement les affaires de la cité en général. Je pense qu'en fait, le citoyen se désengage de son territoire. Ça, c'est une réalité qu'on voit d'ailleurs dans le nombre de personnes qui vont voter. Je pense que c'est un indicateur quand même assez 65% d'abstention. C'est énorme. Ça reflète les parcours de vie modernes où on passe 6 mois dans une ville, puis 1 an dans une autre, etc. On a un profil de consommateur né en fait. On est quand même des consommateurs de tout, y compris, je trouve, un peu des consommateurs de politique. Donc on veut des choses à l'échelle individuelle, on a du mal à concevoir une échelle collective. Donc à partir du moment où un projet nous touche individuellement, on va le soutenir ou au contraire s'y opposer. Mais on a une vision je dirais, on a une vision du collectif qui est quand même assez, qui à mon sens est de moins en moins présente. Depuis plusieurs années, je trouve qu'on ne se bat plus pour l'intérêt public. Il n'y a plus d'intérêt public. Donc les affaires de la consultation à participation citoyenne, elles concernent quand même. Alors, si on regarde, et c'est en ça qu'à ce niveau-là, moi, je diffère un tout petit peu ma méthode de ce qui se pratique en général, c'est que en fait, dans la consultation telle qu'on l'entend, beaucoup même de collectivités territoriales se disent si je veux la consultation de ma population, il faut que j'organise un événement, que je présente mon projet et que les gens qui sont invités volontaires puissent réagir. Ça, c'est la définition de base, en fait. Les gens volontaires viennent et on leur demande leur avis, ils donnent leur avis. Donc, c'est une consultation passive, mais c'est quand même une démarche citoyenne. La plupart des gens qui viennent dans ces cas-là sont soit des opposants, soit au contraire des gens qui veulent favoriser le projet. Donc, la consultation, elle est biaisée parce que, d'une certaine façon, nous n'avons pas un retour objectif de la population, nous avons un retour des gens qui sont affectés par le projet, affectés dans un sens positif ou affectés dans un sens négatif. Moi, quand je travaille, en fait, ce qui m'intéresse, et souvent quand je fais de la consultation, c'est surtout pour apporter un élément qualitatif à un diagnostic technique, en fait, plutôt quantitatif. Donc, je m'assure, en fait, déjà, je favorise ou j'essaye de favoriser une consultation citoyenne qui se fasse très en amont du projet urbain. Donc, bien avant que le projet démarre et de façon à ce que les citoyens soient entendus avant même qu'on fasse ou qu'on prenne des décisions de programme ou des décisions très engageantes en fait pour la collectivité territoriale et pour la transformation du territoire. Et pour avoir un regard citoyen qui soit objectif, moi je considère qu'il faut prendre un échantillon de la population qui le soit tout autant. Donc et voilà, on peut pas demander, on peut demander à n'importe qui, mais dans ces cas-là, si on ouvre la porte, on n'aura pas un échantillon objectif, on aura un échantillon biaisé par des intéressés ou des désintéressés, quoi. Donc du coup, moi j'ai une méthode de sélection où j'établis un échantillon basé sur des critères INSEE, et comme je veux que cet échantillon soit paritaire et inclusif, eh bien sur les listes, je fais en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes représentés dans différentes tranches d'âge et avec des catégories socio-professionnelles extrêmement variées, des handicaps aussi qui soient variés, de façon à avoir plein de personnes différentes et un échantillon qui soit socialement pertinent. Donc vraiment des outils sociologiques pour pouvoir, tout à fait, ouais. Au lieu de faire la démarche d'inviter les gens à venir participer, vous venez voir les gens. Absolument. Comme une sociologue avec votre questionnaire sur le terrain. Oui, tout à fait, exactement. Et de façon à ce que, on ait plein de gens différents. D'ailleurs, j'ai eu plein de publics différents et c'est passionnant. J'ai eu un groupe avec des handicapés
mentaux, c'est sur un projet urbain, c'est génial. Enfin, les réflexions, les regards sont magnifiques en fait. On n'a pas du tout les mêmes regards que je sais pas, un groupe de cadres supérieurs ou un groupe de retraités. Donc en fonction des âges, des classes d'âge, des profils, on va avoir des regards très différents. Moi, je pense que ça, c'est comme ça qu'on peut comprendre un territoire, c'est à travers ceux qui le vivent, hein, qui le sentent, qui le ressentent, qui le perçoivent. Dans ce travail sur les consultations citoyennes, vous nous aviez dit que vous faisiez tout un travail sur l'image notamment, oui, sur les représentations des habitants, oui. des images que vous prenez vous-même, mais aussi des images que les habitants eux-mêmes peuvent prendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, c'est vrai. Alors en fait, dans mes études, parce que quand j'ai fait ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur les démarches de développement durable, d'écologie, donc qui intégraient ces débuts de participation citoyenne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui manquait à la participation, c'est que souvent les gens venaient, donnaient de leur temps libre, ils venaient le samedi, venaient en soirée, etc. Ils arrivaient, ils produisaient, donnaient des idées, ils écrivaient, ils produisaient des contenus, bon bref, ils travaillaient quoi. Et ensuite, on disait, à la fin de la séance, on disait super, merci, au revoir. Aucune information sur le projet, aucune reconnaissance de cette implication. Et ensuite, on demande à ces gens de venir voter. On leur demande de s'impliquer aux affaires de la cité. Mais quand on a une telle expérience, qui a envie de revenir derrière dans la participation citoyenne ? Et moi, j'ai été un peu, je dirais, pas choquée, mais enfin interpellée par rapport à ça. Et je me suis dit, mais on ne peut pas garantir une implication citoyenne si on ne reconnaît pas la place du citoyen et de l'individu dans l'apport, je dirais, dans son apport à la transformation de ce territoire. Donc, j'ai voulu ce que j'appelle mettre en récit ou valoriser en tout cas leur présence, leur parole, et ce, dès le début du projet. C'est-à-dire que souvent, la participation citoyenne, on la fait intervenir très à la fin. Enfin, disons que voilà, le projet a été validé, on a le programme, on sait exactement ce qu'on va faire, le nombre de logements, des choses comme ça. Puis on fait intervenir des citoyens pour choisir, je sais pas, la couleur de la façade ou l'orientation du balcon. Enfin, c'est un peu ça, ou le banc, voilà, le design du banc, enfin, etc. Et donc là, dans les programmes que je mène notamment en Belgique, on fait intervenir la consultation en phase de programmation, c'est-à-dire qu'on essaye de dessiner avec les gens et de dessiner réellement les choses. Donc, et ça marche bien. Ça marche très, très bien. Et alors après, évidemment, on n'aura peut-être pas, je sais pas, le meilleur parc paysager du monde parce que ça se trouve, voilà, ça sera très finalement modeste, hein, mais les gens s'y reconnaîtront, se l'approprieront et il sera certainement mieux vécu et plus facilement vécu aussi. Et alors dans la production d'images, donc on fait des dessins, ça arrive. Effectivement, les photos, alors moi je le valorise à travers l'image, notamment pour le mettre en ligne, où je propose une collectivité territoriale de créer des pages, de créer sur les réseaux, de montrer aussi en fait cette implication citoyenne. Donc je fais appel à des photographes professionnels parce que je considère que moi je suis amatrice en termes de photos, hein, et donc je peux très bien faire une photo, hein, on a les outils aujourd'hui pour le faire, mais c'est pas pareil de faire intervenir des photographes dont c'est le métier, qui ont aussi un travail et un regard artistique, hein, sur ces situations, que de le faire soi-même. Et puis je fais intervenir aussi des vidéastes pour qu'ils puissent mettre en image ce qui se passe de façon modeste, hein. C'est jamais la collectivité qui présente, d'ailleurs. Ça n'est que le citoyen qui parle. Ça, j'y tiens beaucoup dans le film, hein. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit les élus qui monopolisent le film et la parole, mais que ce soit les citoyens eux-mêmes. Ah d'accord. Et vous avez jamais d'opposition, jamais un conseiller municipal qui se vexe? Non, parce que après c'est une méthodologie, donc je le dis comme ça dès le départ. Mais non, c'est important, et donc ensuite les citoyens, ils se voient en film, ils voient aussi leur intervention, ils voient que la collectivité s'est nourrie de cette information-là pour elle-même ensuite présenter son travail, pour elle-même, je dirais, nourrir un diagnostic plus technique.
Voilà, donc c'est ces enquêtes. Les citoyens font rarement des photos. C'est pas quelque chose que j'ai. On l'a fait à travers des concours, hein, mais c'est pas toujours finalement. On l'a testé à travers des concours. Ça n'a pas été. J'ai pas trouvé que l'expérience était extraordinaire. Ça veut pas dire que je le referai pas, mais j'étais un petit peu déçue. On a eu un écureuil, enfin voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre du détail. Et on s'attendait un petit peu à autre chose. Donc, mais les enfants, par contre, sont super. Et les enfants, pour dessiner leur territoire, ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est vraiment un bon public hyper investi déjà, parce qu'ils sont toujours enthousiastes. Et puis, ils ont des idées extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas de barrières théoriques. Enfin, je dirais qu'ils n'ont pas de barrières théoriques, ils n'ont pas de craintes, ils n'ont pas de complexes. Ils n'ont pas peur de dessiner non plus. Non, c'est chouette. Donc, on a des idées complètement farfelues, mais qui marchent bien. Très bien. Je vais en profiter pour rebondir sur cette idée d'implication citoyenne. Dimanche dernier, à l'occasion du second tour des élections municipales, nous avons pu voir ce que beaucoup ont qualifié de vague verte déferler sur l'ensemble des grandes villes françaises. Cette vague verte, elle a été en très grande partie portée par ce qu'on pourrait appeler des coalitions citoyennes. Est-ce que, voilà, ma question c'est, est-ce que vous pensez que ce genre de modèle politique et citoyen pourrait être amené à se développer davantage? Et est-ce que voilà, cette vague verte va vraiment avoir un impact? En fait, j'espère que ce ne sera pas un greenwashing de plus. Pour être honnête. Non, j'ai envie que ça marche. Évidemment, je peux que me réjouir de voir que ça se transforme et que ça fait écho au sein de tout le monde et que tout le monde a envie de plus de qualité de vie, parce que l'écologie, c'est avant tout de la qualité sur son territoire, quoi. C'est de la qualité territoriale, en fait. Donc, je pense que ça, c'est plutôt encourageant. Après, moi, je me méfie toujours du communautarisme, en fait, sous tous ces angles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les collectifs soient une forme de communauté supplémentaire. Il ne faudrait pas que les écolos soient une communauté supplémentaire. Parce que la communauté, c'est... En fait, l'écologie, tel que je le perçois dans son sens de la durabilité, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à faire en sorte qu'un territoire reste qualitatif, je pense que la seule chose qui vaut, c'est la mixité. C'est la mixité sociale, c'est la mixité sous toutes ses formes, mais c'est pas la communauté. Donc c'est pas le groupuscule, par exemple, c'est pas un petit groupe qui va créer une communauté et qui va attirer d'autres de cette même communauté, qui va faire que la ville ira mieux ou que le territoire sera mieux demain. C'est vraiment la diversité. Moi, je crois beaucoup au multiculturalisme, en fait, et à la diversité sociale. Donc est-ce que vous pensez que cette profusion de nouveaux maires de grandes villes écologistes risque de porter un gros coup d'arrêt à la construction neuve? Je pense pas, parce que je pense que quand même il y a des programmes qui s'orientent de plus en plus vers les écoquartiers. Je pense que peut-être que demain, par contre, il y aura une exigence supplémentaire sur ce qui va sortir. C'est-à-dire dans le neuf, parce que tout n'est pas condamnable dans le neuf. Je veux dire... si on construit en biosourcé, si on construit avec des matériaux locaux, si on arrive à avoir des circuits courts, même on parlait de réemploi tout à l'heure, voilà, si on peut avoir l'intégration de réemploi dans la construction neuve, moi je trouve que c'est quand même des pistes intéressantes, hein, et qu'il ne faut pas en tout cas mettre de côté. Mais c'est vrai que il y a une priorité à donner quand même à la rénovation aujourd'hui, vraiment. Parce que dans 10 ans, quand on aura pris 3 ou 4 degrés l'été, qu'on va subir ce qu'on a subi l'été dernier à Paris avec 42 degrés, dans des logements qui sont absolument pas isolés, mais on va pas tenir. Hein. La clim, c'est quand même pas, c'est pas la solution écologique de demain, quoi. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Et la première solution, c'est la rénovation, quand même, je pense. Enfin, la réhabilitation, la rénovation, je ne sais pas comment on peut les appeler différemment. Mais... Donc Anne-Solange, comme je disais en introduction, vous avez récemment lancé une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Terre urbaine avec Thierry Pacaud. L'un des tout premiers ouvrages est sorti en librairie ces derniers mois.
Demeure terrestre de Thierry Pacaud. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le projet éditorial de cette nouvelle maison ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de lancer cette maison d'édition en m'appuyant sur un livre qui s'appelle Terre urbaine de Thierry Pacaud, qui a été publié une première fois en 2006 à la Découverte et qui a été réédité depuis, et puis qui correspondait bien en tout cas à cette ligne éditoriale que je voulais donner à la maison, avec cette idée de globalisation de l'écologie, c'est-à-dire ne plus seulement être dans une forme d'écologie urbaine, hein, mais dans une écologie existentielle, c'est-à-dire l'idée que derrière l'écologie, elle fait partie intégrante de nous, c'est une espèce de façon d'envisager à la fois son existence sur Terre, quoi, c'est-à-dire ce lien à la Terre, ce lien aux autres, ce lien, je dirais, dans nos vies, enfin dans nos usages de vie, notre façon d'arpenter le monde. Et en fait, Terre urbaine, c'est donc une maison d'édition toute neuve qu'on a lancée officiellement le 4 mars. Le premier livre est un livre qui s'appelle H2O, les eaux de l'oubli, qui a été écrit par Ivan Illich, qui est un penseur assez connu, alternatif, je dirais, et qui a été lancé, enfin qui est paru en librairie le 10 mars. Et puis on a lancé ce deuxième livre, donc Demeure terrestre, qui est écrit par Thierry Pacaud, qui a été réécrit puisque il a été édité plusieurs fois auparavant. Il en a refait une écriture totalement neuve sur qu'est-ce qu'habiter le monde et la Terre et qu'est-ce que ça signifie. Et donc, il aborde la chose avec cette idée aussi qui est assez présente dans la maison d'édition, c'est que habiter, c'est être présent au monde et à autrui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire, en tout cas, de l'envisager et de le ressentir. On habite notre territoire, on habite un territoire, il faut le choisir, ce territoire. Moi, je pense que c'est important de s'implanter, de s'inscrire dans une terre. Même si malheureusement on ne le choisit pas toujours. Exactement, c'est les aléas de la naissance, ouais. De la vie professionnelle, des possibilités financières. Tout à fait. Et malheureusement, je crois qu'on ne le choisit pas assez, et parfois même, on croit qu'on ne le choisit pas alors qu'on l'a choisi. Alors ça, c'est un petit peu complexe à penser, mais souvent on se dit « Ah non, mais je supporte plus d'être ici, j'en ai marre de vivre ici, etc. » Mais au final, on se rend compte qu'on est très bien là où on est. Et bon, il y a aussi un peu de prise de recul à avoir sur les choses, mais ça, c'est de la philosophie personnelle. Mais en tout cas, la maison d'édition, on part du principe que l'écologie est une évidence et non pas un objectif à atteindre. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche que certaines maisons d'édition, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter l'écologie. Elle est là, elle est présente, c'est une façon d'appréhender le monde, c'est une façon de lire et de voir le monde. Donc, pour ça, la ligne éditoriale, elle est assez évidente aussi pour nous. C'est que, voilà, donc on est là pour... je dirais, donner à lire, donner à débattre des idées, nourrir de l'information, nourrir des grands sujets qui restent parfois sans réponse. Et pour ça, voilà, moi j'ai à cœur d'avoir des essais qui soient assez de qualité. Donc j'ai une grosse exigence sur le fond, j'ai une grosse exigence aussi sur la forme. Mais voilà, je tiens à ce que ce soit... voilà, des vraies pensées, mais qui vont détricoter les a priori, qui vont essayer aussi d'apporter des éléments de réponse, d'ouvrir aussi les esprits, d'éveiller tout ça. On a un beau programme. Là, à la rentrée, on sort un livre qui s'appelle Le feu sur le breakfast, qui est écrit par le géographe Gilles Fumet, qui est un professeur de géographie à la Sorbonne, qui raconte l'histoire des petits déjeuners partout dans le monde. La géographie du petit déjeuner, c'est un sujet assez sympa. rare en géographie quand même. Tout à fait. Un beau sujet d'ailleurs, traité avec beaucoup d'esprit, beaucoup de pertinence aussi, où il pose un débat. Est-ce que tout le monde doit petit déjeuner ? Est-ce que le petit déjeuner à la belge est mieux que ce petit déjeuner français ou italien plutôt, ici surtout l'Italie. Mais donc voilà, c'est assez un beau livre. On aura un autre livre sur le vélo, réalisé par le sociologue anthropologue David Le Breton, qui est
C'est un grand auteur qui a beaucoup écrit sur l'essence, les impressions. Donc, elle a fait un bel ouvrage sur la marche aussi. Et puis, donc, qui nous fait l'honneur de publier dans la maison un bel essai sur le vélo, ses impressions de cycliste. Donc, ça va être très, très chouette. Et on aura un autre livre encore cette année de Thierry Pacaud qui nous présente des portraits d'écologistes américains. Sur l'histoire finalement de ces écologistes qui ont marqué l'histoire américaine, les grands paysages, méconnus la plupart du temps des Américains, mais un beau livre qui s'appellera donc L'Amérique verte, qui sort en plein milieu des élections donc américaines. Ça, c'est pour la maison d'édition. Anne Solange, nous approchons de la fin de cette interview. Donc, est-ce que vous auriez 3 coups de cœur et un coup de gueule à nous partager? Donc, un premier coup de cœur sur une œuvre artistique qui vous a marqué récemment. Ça peut être n'importe quoi, un livre, un film, une chanson. Alors, une chanson, c'est vrai que en ce moment, j'écoute beaucoup Vincent Dumestre, que j'aime beaucoup. Et donc, ça c'est le petit coup de cœur du moment. Après, j'en ai beaucoup en ce moment. Donc, j'ai Demeure terrestre qui a été un gros coup de cœur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment voulu le rééditer. J'ai pas mal de coups de cœur. Il y en a plusieurs. Surtout que je lis énormément, donc en fait, c'est un peu compliqué de tous vous citer. J'aime bien le nouveau roman de Cédric Gras, là, qui est paru aux éditions Stock aussi, qui est très chouette, sur les frères russes. Est-ce que vous avez un coup de cœur professionnel pour une consoeur, un confrère, un cabinet d'architectes c'est pareil, là j'en ai plusieurs parce que j'aime beaucoup. Alors si on est dans l'architecture, je dirais que j'ai un gros coup de cœur pour Philippe Madec parce que j'aime j'aime ses œuvres évidemment. J'aime son discours, j'aime son combat en fait. Je trouve que c'est un homme qui est d'une génération qui a vu monter ce courant de l'écologie, qui s'est battu depuis toujours pour le donner à voir, qui a cette espèce d'intégrité, de cohérence qui va entre le discours et ce qu'il met en pratique, et ça, je trouve ça assez joli. Et puis, dans l'urbanisme, je dirais que j'ai un coup de cœur pour un de mes partenaires avec lequel je travaille énormément, qui est Alphaville, une agence de programmation avec Laurent Pinon, avec qui je travaille beaucoup et qui a le mérite aussi de porter, alors plus dans l'ombre, mais de porter ces projets en intégrité. Je crois que c'est l'intégrité qui me plaît le plus aujourd'hui, qui est finalement la plus dure à assumer aussi professionnellement. Parce que c'est pas simple de ne jamais se trahir soi-même et de rester intègre jusqu'au bout avec ses idées et ses propres combats. Donc ça, je crois que ça a le mérite d'exister, faut le dire, quoi. Est-ce que vous aurez troisième coup de cœur. Troisième coup de cœur, cette fois-ci pour un lieu, un bâtiment, une rue, une ville, un quartier? Ça, c'est très dur parce que, en fait, en tant que géographe, j'adore tous les territoires. Je ne crois pas qu'il y ait un territoire qui me... Parce que j'ai toujours cette curiosité, j'adore aller voir. Mais parce que pour vous, découvrir un territoire, c'est une stimulation intellectuelle. C'est exactement ça. Et j'adore arpenter le monde, les villes, n'importe quel territoire, pour moi, a une curiosité à découvrir. Après, mes territoires à moi, ou mon territoire un peu fétiche, ça reste les îles et les petites îles. J'ai fait mes études moi, en géographie à Brest. Et j'étais spécialisée sur les espaces insulaires, les petites îles. Et donc, notamment, j'avais fait pour mon mémoire de maîtrise mon mémoire sur l'île aux moutons, qui est une toute petite île qui fait à peine 2 hectares, qui se trouve pas très loin de l'archipel des Glénans. Et donc j'ai été sur cette île pendant quelques semaines, perdue, et c'était extraordinaire. Voilà, ça c'est mon coup de cœur. Super. Et mon coup de gueule. Ah bah oui, le coup de gueule, c'est celui-là qu'on attend le plus. Ça, c'est pas facile, il y en a trop. Non, je pense que plus qu'un coup de gueule, ça serait une envie... En fait, je suis un petit peu triste de voir que... Déjà, il y a un intérêt collectif qui s'est perdu. Enfin, pour moi, il y a quand même un sens du commun qui a disparu. Et ça, c'est une tristesse, en fait. Plus qu'un coup de gueule, c'est une envie j'aimerais retrouver des grands idéaux humanistes qui
à la Edgar Morin, qui nous porte et qui révolutionne notre monde ensemble demain. Ça, c'est assez utopiste, mais moi, c'est ce que j'aimerais voir. Et ça me fait toujours bondir quand je vois ces raccourcis de pensée, ces façons d'appréhender le monde qui sont individualistes et consuméristes. Donc, mes gros coups de gueule, ils sont sur le fait que la société va mal, mais parce que individuellement, on a donné une place à l'individu qui est malsaine. Bon, ça c'est un point de vue. Et un autre coup de gueule, je dirais, dans le domaine de l'urbanisme, ce serait d'avoir une pensée transversale. Les anglo-saxons ont justement cette pensée beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire que on voit notre territoire par notre spécialité, notre métier. Et ça, c'est un défaut. Il faudrait arriver à avoir un territoire par sa transversalité, par sa globalité, par son ensemble. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en France à avoir cette vision parce qu'on est très sectoriel et très marqué dans un domaine, quoi. Donc voilà, ça, il faut ouvrir nos métiers, il faut ouvrir les horizons, il faut avoir une pensée large. Et pour avoir une pensée large, faut se cultiver en amont. Et faut lire, ça commence par là, terre urbaine. Non, je rigole, mais à peine. C'est ce que nous disait il y a quelques semaines Gérard Salem, donc le géographe spécialiste de la santé, qui nous racontait qu'il avait été surpris de voir qu'aux États-Unis, dans les cours d'urbanisme, les cours de géographie de la santé, il y avait des étudiants en médecine, alors qu'en France, ce serait plutôt des étudiants ça, c'est génial. en géographie. Ça, c'est super. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Franchement, on a du boulot. Hein. Oui, on a du boulot. Anne-Solange, nous voilà parvenus à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris le... Merci à vous, c'était très chouette comme échange, merci. Et j'espère qu'on sera amené à se revoir bientôt. Oui, avec plaisir. Merci en tout cas. Merci.